Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Huard pour cette dernière conférence du semestre consacrée à la répression des personnes LGBT sous le franquisme. Tu préciseras sans doute ce à quoi renvoie le terme franquisme pour cette jeune génération. Avant toute chose, Geoffroy, je tiens à te remercier vraiment très chaleureusement de prendre le temps de venir nous éclairer sur un sujet aussi, je dirais, passionnant que, je pense, méconnu des juristes, tout du moins, et dans un emploi du temps que je sais excessivement chargé. Alors Geoffroy, je vais te présenter rapidement avant de te laisser la parole. Tu es maître de conférence ici, à l'université de Cergy, en histoire contemporaine de l'Espagne. Tu es directeur de l'UFR Langue et agrégé d'espagnol. Tu es l'auteur d'une thèse intitulée « L'histoire de l'homosexualité en France et en Espagne, discours, subculture et pratiques, 1945-1975 », réalisée sous le double sceau des universités d'Amiens et de Cadiz, je crois, c'est ça, sous la direction de Didier Ribon et d'un professeur espagnol, Didier Ribon, qui est l'auteur d'un, j'en profite, d'un très beau, voilà, d'un très bel essai qui s'appelle Retour à Reims, enfin, moi qui m'a beaucoup marqué. Et on fait un livre d'entretien ensemble. Attention. Et un livre d'entretien ensemble. Qui va sortir en mars chez Flammarion. Ah, en mars chez Flammarion. Exclusivité. D'accord. Tu es également l'auteur de plusieurs ouvrages. Je citerai Au-delà de la libération gay, le monde homosexuel à Paris de l'après-guerre au front homosexuel d'action révolutionnaire, et puis Les gays sous le franquisme, discours, subculture et revendications à Barcelone, 1930-1977. Et tu as écrit, bien sûr, de très nombreux articles. Alors, très rapidement, tes travaux portent sur l'histoire de, entre guillemets, l'homosexualité. Tu reviendras sans doute sur les usages du terme, mais dans une perspective comparatiste ou comparative, je me suis interrogée ce matin, France-Espagne. Et si j'ai bien compris, mais je ne suis pas historienne, tu t'inscris dans le prolongement d'une historiographie contemporaine qui, je serais tentée de dire, cherche à subvertir un peu les certitudes tranquilles et à remettre en cause le mythe, au fond, de l'invisibilité des personnes LGBT dans le second XXe siècle, en France, en Espagne et aux États-Unis. Mais je te passe tout de suite la parole. D'accord, écoute, merci beaucoup Isabelle, c'est un plaisir d'être ici, c'est un plaisir de rencontrer des juristes, puisque je crois d'ailleurs que c'est ma première conférence face à des juristes. Donc voilà, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Et je vais vous présenter voilà, un thème, j'imagine, que vous connaissez très peu. Et ça va être pour vous l'occasion de découvrir ce qui se passe sous la dictature franquiste. Donc, vous le voyez, voilà. Alors, concernant donc la dictature, évidemment, je vais vous situer un petit peu, puisque j'imagine que vous n'êtes pas trop au courant. C'est quelque chose qu'on n'étudie pas en France, très peu dans le secondaire. La dictature franquiste, les dates principales, c'est 1939, quand les troupes de Franco gagnent la guerre civile, le 1er avril 1939, jusqu'en 1975, officiellement, à sa mort, le 20 novembre. Donc voilà, ça c'est à peu près les dates du régime. Donc c'est une dictature qui s'installe pendant pratiquement une quarantaine d'années en Espagne. Et après, il y a une période de transition vers la démocratie entre 75 et 82. Donc c'est une période de 7 ans, jusqu'à la victoire des socialistes, comme en France, en 81 avec Mitterrand. Donc voilà, les socialistes qui resteront 14 ans, comme en France. Et à partir de là, donc, on dit que la démocratie espagnole est une démocratie jeune, puisque c'est une démocratie qui est née en 1900 ou qui est réapparue en 1982. Voilà très brièvement pour vous situer, mais évidemment, je vais rentrer dans certains points au fil de cette présentation pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Alors vous le voyez, je parle de franquisme LGBT. Alors pour vous situer un petit peu par rapport à ce contexte, il y a vraiment un intérêt croissant aujourd'hui en Espagne, et malheureusement seulement en Espagne, très peu en France. On en parle également beaucoup en Argentine, beaucoup au Chili, puisque c'est des pays qui ont connu des dictatures à peu près à la même période. Mais voilà, c'est quelque chose qui apparaît à partir de l'année 2000, lorsqu'il y a une association, appelée l'Association pour la récupération de la mémoire historique, qui apparaît. Et cette association, l'idée, c'était évidemment d'exhumer les fosses communes des nombreux disparus et personnes assassinées lors de la guerre civile et lors du premier franquisme, c'est-à-dire
dans les années 40 et début des années 50. Donc aujourd'hui, on parle de cette période comme d'un des plus grands génocides du XXe siècle. Hein, ça, on l'oublie souvent. Hein. Comme je vous le dis, l'Espagne, c'est plutôt une parenthèse au niveau international, donc on oublie un petit peu ces sujets-là. Mais on parle d'environ 140 000 disparus, et ces 140 000 disparus qui sont encore aujourd'hui dans des fosses communes, dans des fossés, sur les routes, dans différents monuments. Et évidemment, hein, c'est un thème très très médiatique en Espagne. Beaucoup de journaux en parlent pratiquement tous les jours, et surtout beaucoup de familles, de descendants de républicains essayent de savoir où sont leurs parents, grands-parents, etc. etc. Hein, si vous avez vu les films d'Almodovar, c'est un cliché, mais c'est vrai que voilà, il en parle, hein, c'est un réalisateur très engagé, et donc c'est un thème vraiment très très important. Hein. On parlait au départ de quelques milliers de disparus, et puis depuis les années 2000, au fil des années, voilà, c'est passé à 15 000, 30 000, 50 000, et voilà, aujourd'hui on parle de 140 000, mais ce n'est pas encore un chiffre définitif. Beaucoup de personnes travaillent sur ces questions. Et évidemment, hein, on essaye de récupérer toute cette mémoire des disparus. Alors là, moi, aujourd'hui, je vais vous parler concrètement des victimes LGBT. Ça ne veut pas dire forcément les victimes LGBT assassinées, mais ça veut dire des personnes, évidemment, qui ont été touchées par différentes lois et donc condamnées sous la dictature franquiste. Je donne un exemple tout de suite, puisque avant d'oublier, et c'est vrai que c'est l'exemple le plus connu, il y a un poète que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Federico García Lorca. Donc lui, c'est vraiment l'exemple paradigmatique, puisque c'était un poète républicain, gay. Bon, on ne disait pas gay à l'époque, je vais revenir sur ces termes-là, hein, on parlait plutôt d'homosexuel ou inverti, qui a été assassiné justement en 1936 pour ses idées politiques et également apparemment pour son orientation sexuelle. Mais bon, les preuves évidemment manquent, puisque tout ça s'est fait sans jugement, voilà, ça a été une période assez difficile. Mais voilà, c'est l'exemple le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas où se trouve le corps de ce poète. Hein. C'est peut-être le poète espagnol le plus connu au monde. Et il y a des recherches régulièrement, mais on ne sait pas encore exactement où est le corps. Voilà. Il y a des fouilles à Grenade, puisqu'il est originaire de Grenade, mais voilà, vous voyez, plus de 50 ans après la dictature, son corps n'apparaît toujours pas. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour vous situer un petit peu. Donc, là encore, hein, je parle des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'année 2004, les socialistes reviennent au pouvoir après 8 ans du Parti populaire, donc la droite espagnole. Et c'est vraiment la gauche, enfin, le Parti socialiste et les autres partis à la gauche du Parti socialiste qui vont prendre ces mesures à bras le corps pour essayer voilà, de satisfaire les familles, les descendants des victimes et essayer de retrouver ces corps et puis aussi évidemment de faire justice, réparation par rapport à toutes ces questions. Alors, ça se matérialise concrètement par l'adoption d'une loi en 2007. C'est une loi qu'on connaît populairement comme la loi de mémoire historique. Ce n'est pas son nom officiel, mais en tout cas, c'est une loi qui établit différents principes, les principes de vérité, justice et réparation, justement pour toutes les victimes du franquisme. Voilà, et également il y a un contexte LGBT très important, puisqu'en Espagne, la loi sur le mariage gay est adoptée en 2005. Donc voilà pourquoi, à cette période, tout explose avec cette question de la mémoire historique des victimes de la guerre civile et de la dictature. C'est que non seulement on a ce contexte des familles qui cherchent les corps des victimes, mais on a aussi ce contexte de l'égalité des droits pour les personnes LGBT, et c'est pour ça que surgissent différentes publications sur ce phénomène des personnes LGBT sous la dictature franquiste. Alors là, vous le voyez sur la diapo que je vous projette. Bon, je ne vais pas vous détailler évidemment toutes les publications, mais c'est au moins pour vous situer. Ça, ce sont les deux premières qui sont publiées en 2003 et 2004. Et ce sont des études de journalistes. Pourquoi ? Parce que l'université à cette époque était encore un petit peu... n'était pas très ouverte sur les thématiques LGBT, et donc voilà, hein, c'était plutôt des études qui se faisaient en dehors de l'université. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est quand même beaucoup institutionnalisé, mais il y a toujours des résistances, bien évidemment, hein, partout. Mais moins en Espagne qu'en France, il faut bien le dire. Donc, vous le voyez, ces études, hein, ces deux études de journalistes, alors elles ne sont pas traduites en français malheureusement, bon, ça veut dire le fouet et la plume. Donc c'est les homosexuels sous l'Espagne franquiste, et l'autre c'est, alors quand j'ai le mot en espagnol il m'échappe toujours en français, donc c'est sur la répression des homosexuels sous la dictature. Ces ouvrages ont été très très importants, puisque voilà, c'était les premiers, mais aussi parce qu'ils ont consulté de nombreuses archives qui n'avaient pas été dépouillées jusqu'alors,
Et c'est ce qui a permis évidemment d'établir une première base, si vous voulez, pour toutes ces recherches qui ont été ensuite développées et dont je fais partie. Donc vous voyez, j'ai indiqué quelles ont été les sources. Il y a eu des entretiens évidemment avec des personnes condamnées, des entretiens avec des juges. Ces journalistes ont aussi cherché les archives dans les prisons où étaient condamnées les personnes LGBT, mais ils n'avaient pas pu consulter les archives des 2 tribunaux qui condamnaient les personnes LGBT sous la dictature. Ça, c'était vraiment ce qui manquait d'une certaine manière dans ces livres, et c'est pour ça que moi, ensuite, je me suis dit, bon, voilà, c'est des livres très très importants, mais ils n'ont pas consulté ces sources-là, donc je vais essayer de les consulter, et voilà en quoi consistait mon travail. Avant de revenir sur mon travail, justement, petit point au niveau international, parce que ça, je crois que c'est important pour comprendre un petit peu, c'est pas que espagnol ou français, c'est qu'il y a quand même une historiographie internationale qui est bien souvent américaine. Là, je vous ai mis un exemple paradigmatique, donc c'est George Chauncey, qui est prof à Columbia, il prend sa retraite cette année justement, et qui a écrit vraiment un livre qui a révolutionné ce champ de recherche. Donc c'est Gay New York, qui a été traduit justement par Didier Ribon en France. Donc voilà, George Chauncey, c'est vraiment Spinoza sur Terre aujourd'hui. Donc, dans ce champ d'études, c'est vraiment quelqu'un de très important. Et vous voyez, il a vraiment révolutionné ce champ en critiquant 3 mythes importants. Donc le mythe de l'isolement, c'est-à-dire, en gros, il n'y avait rien avant les mouvements des années 70, Stonewall. Je ne sais pas si Stonewall, ça vous parle, mais bon, je peux expliquer brièvement. Stonewall, c'est le nom d'un bar à New York. C'était un bar pour personnes marginales, il y avait des prostituées, des personnes LGBT, etc. Et le 28 juin 1969, il y a eu une révolte dans ce bar contre les descentes policières, et ça a duré 3 jours. Et voilà, ça a été considéré comme la date symbolique de la naissance du mouvement gay contemporain. Et aujourd'hui, tous les ans, lorsqu'on fait la Gay Pride, eh bien, c'est pour se rappeler de cette date, fin juin, dans le bar de Stonewall à New York. Et ce bar existe toujours. Bon, aujourd'hui, c'est un peu, bling-bling touristique, mais en tout cas, le bar existe toujours. Et voilà, moi, j'y suis allé. N'hésitez pas à aller vous balader à New York. Vous vous rappellerez de moi lorsque vous irez dans ce bar donc, qui s'appelle toujours Stonewall. Donc voilà. Donc, ce que critique Chauncey, c'est de dire tout naît à partir de 1969-1970. Avant, il n'y avait rien. Les gays étaient condamnés au placard. Non. Il montre qu'à New York, évidemment, il y avait beaucoup de choses. Il y avait un monde gay extrêmement développé. Il critique le mythe de l'invisibilité, justement, de dire, avant Stonewall, on ne voyait pas les gays. Eh bien non, ils étaient très visibles, ils se réunissaient dans des bars, dans des cafétérias, il y avait des music halls, ça s'appelait à New York. Voilà, il y avait des spectacles travestis, etc., etc. Donc c'était vraiment très développé. Et puis le mythe de l'intériorisation, comme si en fait les LGBT intériorisaient l'homophobie et n'avaient pas de discours pour se défendre, alors que évidemment ils montrent que on l'a vu aussi dans la littérature, mais il montre qu'évidemment, il y avait une forme de résistance à l'ordre établi avant Stonewall, notamment via les discours contre les psychiatres, etc., etc. J'y reviendrai de toute façon. Voilà pour vous dire un petit peu très brièvement ce contexte national et international concernant ce franquisme LGBT, comme je l'appelle. Alors vous voyez, évidemment, je vous l'ai dit tout de suite, parler de LGBT sous la dictature franquisme, c'est un anachronisme. On en convient, ça c'est une évidence. C'est un terme qui apparaît peut-être dans les années 2000, 2010. Avant, on parlait plutôt de gays et lesbiennes. Personnes trans, ça encore, c'est quelque chose d'assez récent. Sous la dictature, on parlait plutôt d'homosexuels ou d'invertis. Donc invertis au sens de inversion de genre, c'est-à-dire par exemple un homme, mais un homme efféminé, ou alors une femme, mais une femme masculine. Donc voilà pourquoi on parlait de personnes inverties. Après, voilà, tout ça s'explique dans l'histoire. Il y a eu des psychiatres depuis la fin du 19e siècle qui ont théorisé cette inversion, et le franquisme ne fait que les reprendre. Donc, c'est pas quelque chose que le franquisme invente. Le terme de gay et lesbienne donc, apparaît en Espagne seulement à partir de la fin des années 70, à peu près comme en France. Et puis, il y avait également d'autres catégories qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui, comme, et vous les connaissez certainement, hermaphrodite. Voilà, c'est des termes qui sonnent un petit peu comme quelque chose d'ancien, mais qui étaient employés à l'époque, puisque certaines personnes ne se reconnaissaient pas comme homosexuels ou hommes ou femmes. Certains disaient, voilà, je suis hermaphrodite. Donc, tout ça, je vous le dis pour vous situer un petit peu, c'est très important.
attention, quand je vous parle de gay, quand je vous parle de LGBT, tout ça, je vous le dis simplement pour connecter avec l'actualité. Mais pour l'époque, les termes employés à l'époque, c'était principalement inverti et homosexuel. Et attention à ce terme d'homosexuel, parce que là aussi, il faut l'historiciser. Il faut l'historiciser pourquoi? Puisque aujourd'hui, on sait ce que c'est, mais à l'époque, c'était une définition beaucoup plus large que notre définition à nous. Au sens où, à l'époque, c'était une définition un petit peu qui incluait ce que nous, on appellerait aujourd'hui personnes trans, les travestis, etc., etc. Donc c'était vraiment une définition assez large, hein, une sorte de concept un petit peu parapluie qui était beaucoup plus large que notre définition d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point à avoir en tête. Alors, pour vous situer, vous le voyez, je vous ai indiqué 3 lois principales. Ce sont les 3 lois qui condamnaient les personnes LGBT sous la dictature. La première est la loi de vagabonds et délinquants entre 1954 et 1970. La dictature commence en 1939. Mais les personnes homosexuelles sont ajoutées à partir de 1954 dans cette loi, mais c'était déjà une loi qui existait sous la Seconde République, hein, la période qui précède la dictature. Ensuite, il y a une réforme de cette loi de vagabonds et délinquants, et cette réforme donne la loi de dangerosité et réhabilitation sociale. Alors pourquoi il y a une réforme? C'est parce qu'on considérait, en tout cas les autorités franquistes considéraient que le tourisme avec les étrangers et les étrangères, principalement du nord de l'Europe, venait avec des habitudes culturelles différentes de celles de l'Espagne, et donc contaminait d'une certaine manière, hein, c'est le terme employé à l'époque, contaminait d'une certaine manière les pratiques espagnoles, et il y avait un risque de contagion, puisque l'homosexualité était considérée comme une maladie, et c'est pour ça qu'ils ont voulu réformer cette loi, et pour augmenter la répression. Donc voilà, donc c'est une loi qui commence en 1970 et qui se termine, hein, c'est pas le terme exact, mais en tout cas voilà, jusqu'en 95 pour être précis, mais elle n'était plus appliquée depuis les années 80. Et je vous ai mis 1978 entre parenthèses, pourquoi? Parce qu'on exclut l'homosexualité de cette loi en 1978. Donc à partir de 1978, les personnes LGBT ne sont plus condamnées, mais la répression continue, puisqu'il y a toujours des descentes de police, des arrestations des prostituées, etc., etc. Mais en tout cas, il n'y a plus de condamnation. Et déjà, quelques années avant, on voit, quand on consulte les archives, à partir de 1974, jusque donc en 1978, on voit que les juges commencent à rendre des non-lieux et à ne plus condamner les personnes LGBT. Voilà, hein, parce qu'il y a des aires de changement, évidemment, hein, par rapport à la période internationale, etc. Alors, et enfin, donc ça, ce sont des lois que vous connaissez certainement, puisqu'elles existent, ou elles ont existé en France. Donc c'est l'outrage public à la pudeur et l'attentat à la pudeur. Donc là, c'est des lois antérieures au régime franquiste, et qui précèdent le régime et qui aussi vont jusqu'en 1988. Après, ce sont des lois qui évoluent en... ça doit être outrage ou délit d'exhibitionnisme, je ne sais plus exactement le terme en Espagne. Mais voilà, à partir de 88, on parle plutôt d'exhibitionnisme. L'idée de ces lois, hein, enfin de ces délits en tout cas, c'est d'éviter les relations sexuelles, et en particulier homosexuelles, dans l'espace public. Alors dans l'espace public, hein, ça ne veut pas dire, je sais pas moi, en pleine rue, rue de Rivoli par exemple, hein, ça c'est sûr que non. Ce que ça veut dire, c'est évidemment éviter les relations sexuelles dans les lieux de drague. Donc bon, à Paris, hein, je ne sais pas si vous connaissez tous certains lieux, mais en tout cas voilà, par exemple le Jardin des Tuileries est un lieu de drague gay depuis la Révolution française au moins, et ça existe toujours encore aujourd'hui. Donc voilà, on utilise en général ce délit pour punir les relations sexuelles dans l'espace public. Voilà, tout ça pour vous situer un petit peu, mais évidemment nous on va se centrer sur les 2 premières lois qui sont vraiment les lois très très importantes puisqu'on parle de milliers de dossiers. Avant de rentrer dans le détail de ces lois, je voudrais quand même faire un point sur l'accès aux archives, parce qu'il est très compliqué en Espagne. Alors, en France, moi j'ai consulté les archives de la Brigade mondaine, ça a été assez facile, je dois dire, alors que en Espagne, c'est vrai qu'il y a encore une résistance. Alors quand je dis résistance, attention, hein, c'est une interprétation de ma part, puisque, voilà, légalement, on est censé pouvoir consulter ces documents, simplement c'est qu'il y a des restrictions. Donc vous le voyez, hein, je vous ai indiqué, il y a une loi du patrimoine historique de 1985 qui permet l'accès à ces documents s'ils ont plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, évidemment, on atteint presque les 50 ans du franquisme, donc on peut consulter pratiquement tous les documents de cette période, mais quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, évidemment, on ne pouvait pas tout consulter. Normalement, quand un chercheur mène une recherche, il est censé quand même pouvoir consulter ces documents. Le problème, c'est que chaque directeur d'archives, parce qu'évidemment, hein, c'est très décentralisé l'Espagne, chaque directeur d'archives interprète la loi à sa manière, et en Catalogne, on peut tout consulter.
Au Pays Basque, on peut pratiquement rien consulter, et c'est comme ça dans toute l'Espagne. C'est que chaque directeur l'interprète à sa manière, et il y a des freins vraiment importants un petit peu partout. Quel argument on nous oppose? En général, c'est la loi, bon, c'est les termes espagnols, hein, vous l'adapterez au français, c'est sur la protection de la vie privée. Donc ce qu'on accepte évidemment, hein, c'est la législation en vigueur, il n'y a pas de souci, simplement nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas les noms des personnes qui sont condamnées, c'est plutôt les processus, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, c'était ça ce qui nous intéressait. Donc pour certains, on nous dit il n'y a pas de souci, vous vous engagez à ne pas citer les noms qui apparaissent, et pour d'autres ils nous disent bah non, on n'a pas le personnel pour cacher les noms, donc vous ne pouvez pas les consulter. Donc hein, c'est vraiment deux poids deux mesures et c'est un vrai problème. Malgré tout, il y a des centres d'archives très pionniers en Espagne, donc c'est principalement Catalogne, Madrid et les îles Canaries, où là on peut tout consulter. Donc c'est formidable, c'est là où j'ai pu moi justement consulter tout un tas de choses. Je ne vais pas vous détailler toutes les régions d'Espagne, hein, mais en tout cas voilà quelques-unes. Au Pays Basque, jusqu'à récemment, ce n'était pas possible de consulter cette documentation. La directrice des archives, qui était une personne âgée, voilà, opposait son veto sur ces documents en disant que c'était des archives extrêmement sensibles. Alors j'aurais aimé savoir pourquoi c'est extrêmement sensible, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Mais on m'a informé très récemment qu'elle avait pris sa retraite et que maintenant la personne qui lui a succédé permet l'accès. Donc vous voyez, c'est souvent un problème de personne, et ça c'est un vrai problème pour les chercheurs, hein, qu'on soit de gauche ou de droite. Enfin, je veux dire, il faudrait que la loi soit claire pour qu'on puisse consulter cette documentation. Et enfin, dernier point, c'est l'exemple de Saragosse. Alors, moi j'ai voulu consulter ces archives à Saragosse, puisqu'en fait j'avais besoin, pour un travail que je faisais pour le gouvernement de la région de la Navarre, de consulter ces documents. Et en fait, ces documents n'appartiennent pas aux archives nationales, elles sont encore dans un tribunal espagnol, dans une cave. J'ai pu parler à la juge responsable de ces archives, mais elle me disait que voilà, il n'y avait pas de table, c'était à la cave, c'était pas possible de les consulter. Alors j'ai fait des pieds et des mains évidemment pour essayer, mais bon, ça n'a pas été possible. Donc peut-être que l'un d'entre vous s'intéressera à ce sujet et fera un travail sur ces documents. Mais bon, ça va évoluer. En tout cas, pour l'instant, il y a un blocage. Voilà, donc je vous parle de tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, la loi de 2007 de mémoire historique, ce qu'elle impose, c'est la vérité, la justice et la réparation pour les victimes de la dictature franquiste. Mais malgré tout, on voit que cette question de la vérité, elle est difficile puisqu'on ne peut pas consulter toutes les archives. Donc ça, voilà, c'est le vrai problème qui se pose aujourd'hui en Espagne par rapport à tout ça. Là, je vous ai mis un petit exemple, c'est simplement pour que visuellement vous ayez un aperçu. Donc, bon, les barres noires que vous voyez, hein, c'est simplement pour cacher les noms des personnes citées, les noms et quelques informations personnelles. Ça, c'est selon la législation en vigueur en Espagne, hein, donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Voilà, ça vous donne un aperçu. Donc, tout ça, c'est les dossiers de dangerosité. Et il y en a des milliers en Espagne. Rien qu'en Catalogne, il y en a plus de 1200. Donc, voilà, hein, il y a vraiment des milliers et des milliers de dossiers. Quand je dis 1200 dossiers, ça concerne les personnes LGBT. Il y en a beaucoup plus, puisque ces lois ne condamnaient pas seulement les personnes LGBT. Mais voilà, ça vous donne visuellement un aperçu, et bien souvent, les dossiers font 200 pages. Hein, donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et c'est ce que je viens de vous dire brièvement. Moi, je me suis concentré sur les personnes LGBT, mais ces lois de vagabonds et délinquants et les lois de dangerosité et réhabilitation sociale ne condamnaient pas seulement les personnes LGBT. Elles condamnaient en fait toutes les personnes marginales. Donc quand je dis personnes marginales, c'est plutôt les personnes voilà, qui commettaient des petits délits, hein, des personnes qui appartenaient à la petite délinquance. Donc là, vous avez des exemples, hein, les voleurs à la tire, les mendiants, les vagabonds, les escrocs. Bon, il y a tout un tas de termes comme ça espagnols, hein, les vagabonds sans profession, les femmes adultères, les prostituées clandestines, puisque pendant un moment la prostitution était légale en Espagne, dans les maisons closes, hein, jusqu'en 1956, mais pas la prostitution clandestine. Vous voyez, hein, les personnes qui voyagent sans billets et sans papier. Bon, il y a tout un tas d'exemples, mais ça vous donne un aperçu en fait du type de personnes qui étaient condamnées par ces lois de vagabonds et délinquants. Hein. Vous voyez, même les personnes qui commettent des blasphèmes à l'égard de Dieu. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses. Donc l'objectif c'était vraiment de condamner un petit peu cette marginalité sociale dans les rues espagnoles. Hein. C'est ça vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc les personnes LGBT ne sont qu'une petite partie de tout ça. Alors à partir de toute cette documentation, l'idée c'était pas seulement de documenter la répression des personnes LGBT sous la dictature, l'idée c'était de reconstruire évidemment le monde LGBT qui avait cours sous la dictature, puisque moi quand j'avais commencé tout ce travail, tout le monde me disait mais sous la dictature il n'y avait rien, tu vas rien trouver. Bon, il se trouve que finalement il y avait beaucoup de choses, simplement c'est qu'on avait perdu cette mémoire, hein, il n'y avait pas eu de transmission,
Et grâce à ces documents, on a pu essayer de reconstruire, bien sûr partiellement seulement, mais on a pu essayer de reconstruire tout un tas d'éléments. Alors, on se base sur des sources judiciaires, hein, des personnes arrêtées et ou condamnées, mais en tout cas, ça a permis de commencer à reconstruire cette vie quotidienne des personnes LGBT sous la dictature. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important, et justement de montrer cette grande diversité sous la dictature. Alors attention, hein, je ne fais pas un exercice de révisionnisme historique, hein, je ne suis pas en train de dire c'est merveilleux sous la dictature. Simplement, c'est que quand on se place dans le contexte de l'époque, en Espagne, évidemment, hein, il y a des différences régionales très importantes, comme aujourd'hui. Barcelone et Madrid, les deux grandes capitales espagnoles, il y avait une vie gay tout à fait possible, développée, etc., dans un contexte de répression. Mais évidemment, c'était une vie gay beaucoup plus développée que dans un petit village perdu, je ne sais pas moi, de l'Extrémadour ou de l'Andalousie, hein, qui étaient des régions très rurales. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'il faut voir, c'est évidemment hein, essayer d'établir des nuances dans toute cette historiographie pour montrer qu'il y avait une vie gay possible, mais évidemment incomparable à aujourd'hui. Hein. Nous, en tant qu'historiens, c'est pas l'idée, hein, c'est pas de comparer avec aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre dans son contexte de l'époque. Je vous signale donc quelques éléments importants de toutes ces recherches. Hein. Alors, je parle de moi, mais pas que de moi. Hein. On est toute une équipe à travailler sur ces questions. Donc, vous le voyez, donc, je viens d'évoquer la question de la diversité dans la capitale gay, donc Barcelone principalement. Il y a également ce qu'on appelle la fuite vers la ville. Alors, en Espagne, il y a un concept. Là, il est resté en espagnol sur le PowerPoint. On pourrait dire en français peut-être un sexile, c'est-à-dire, il y a le mot exilé et le mot sexe. Hein. On en a fait voilà, un mot pour dire qu'en fait, on s'exile pour des motifs sexuels, pour son orientation sexuelle. Donc ça, c'est un phénomène très courant sous la dictature. Les personnes LGBT fuient voilà, un milieu social, une famille, un monde répressif, pour aller dans les grandes villes, puisque dans les grandes villes, il y a une possibilité de vivre plus librement ou sa sexualité, ou en tout cas d'obtenir aussi un travail dans ces capitales-là. Un point important, c'est également le monde artistique. Alors le monde artistique, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors c'est vrai qu'on pourrait établir des parallèles avec aujourd'hui, mais en tout cas sous la dictature, le monde artistique, en règle générale, a été un soutien constant. Hein. Le monde du spectacle est souvent un monde très ouvert à la marginalité sexuelle ou à la marginalité en règle générale. C'est exactement pareil sous la dictature. Le monde artistique du spectacle a été très ouvert à ces personnes, et c'est comme ça que ces personnes ont pu trouver un travail. Je ne sais pas, un serveur dans un bar ou faire des spectacles de travestis quand il s'agit d'une personne née homme mais efféminée, hein, ou qui s'habille en femme. Ça, c'est les termes hein, qu'on trouve dans les archives. Donc voilà, au moins ces personnes-là pouvaient être habillées en femme toute la journée et réaliser des spectacles, avoir un travail, etc. Donc voilà, le monde artistique a vraiment été important sous la dictature pour proposer des lieux plus sûrs, et proposer, évidemment, hein, donc des emplois, je viens de le dire, des cercles amicaux, hein, c'est quelque chose aussi d'important, et puis bien sûr des relations sexuelles, hein, ça c'est aussi un point important. Autre point, là vous voyez je parle de la résistance avant Stonewall, donc je le disais tout à l'heure, les années 70, Stonewall, mouvement gay, comme si tout apparaît en 1970, eh bien non, avant et même sous la dictature franquiste, il y avait une résistance. Cette résistance, bien sûr, ce n'est pas la résistance qu'on connaît aujourd'hui, les manifestations collectives, les pancartes. Non, c'était plutôt une résistance individuelle, mais cette résistance existait. Alors, quand je vais vous donner des exemples, vous allez me dire, oui, c'est pas très révolutionnaire. Bien sûr, nous, avec nos yeux de 2024, c'est pas très révolutionnaire, mais dans le contexte de la dictature, c'était révolutionnaire. C'était le fait de nier la maladie, enfin, de nier l'homosexualité comme maladie. Ça, pour nous, aujourd'hui, évidemment, c'est une évidence, mais ça ne l'était pas pour l'époque. Le fait de dire qu'on était né gay, hein, c'était pas quelque chose, parce que les conceptions franquistes, c'était de dire c'est quelque chose dont on est contaminé dans les milieux de la délinquance et quand c'est des milieux masculins. Eh bien non, les personnes LGBT disaient moi je suis né comme ça, voilà, c'est pas du tout quelque chose que j'ai acquis au cours de, je sais pas moi, une rencontre avec des hommes ou lorsque j'étais emprisonné seulement avec des hommes. Non, hein, l'idée c'était vraiment voilà, de nier cet aspect un petit peu de la contagion de l'homosexualité.
Voilà, il y a tout un tas d'exemples, hein. Je pourrais revenir évidemment dessus. Si vous avez des questions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, hein, parce que, bon, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. L'idée, c'est de dialoguer et que vous appreniez des choses, hein, pas que je vous fasse un cours comme ça sur ces questions. N'hésitez pas à lever la main et à m'interrompre si vous le souhaitez. Sinon après, si vous êtes timide. Et puis, autre point fondamental, alors aujourd'hui, ça peut paraître quelque chose de cliché pratiquement, mais il y a une dizaine d'années, c'était quand même assez original, c'était de montrer que dans ces documents, dans ces sources judiciaires, il y avait en fait que les personnes LGBT des classes populaires qui étaient condamnées. Aucune personne LGBT des classes aisées, classe moyenne, classe aisée, etc., n'apparaît dans ces documents. Il peut y avoir un cas, mais c'est vraiment un cas particulier, lorsque cette personne a des relations sexuelles avec un mineur. Mais en règle générale, c'est vraiment des personnes qui appartiennent aux classes populaires à 99%. Donc ça, c'est un phénomène important, hein. Le texte de loi affirme que tous les homosexuels devaient être condamnés, mais l'application de cette loi, en fait, c'est les homosexuels des classes populaires lorsqu'ils n'avaient pas de travail ou lorsqu'ils exerçaient la prostitution. C'était très développé à l'époque. Lorsqu'ils n'avaient pas de travail, ou pas de travail fixe en tout cas, et pas de revenus dignes. Alors digne entre guillemets, hein, c'est comme ça que ça apparaît dans les archives. En général, quand ce terme apparaît, c'est parce que c'est des personnes qui exercent la prostitution. Donc c'est pas un revenu digne selon les conceptions de la dictature. Et puis également, autre point, donc vous le voyez, hein, il y a aussi eu un mouvement homophile en Espagne. Alors homophile, c'est un terme qui vous semble peut-être un peu bizarre, puisque c'est complètement inusité. Mais homophile, c'est un terme qui a eu cours dans les années 70 en Espagne, mais qui existait déjà en France et aux États-Unis depuis les années 50. Et homophile, c'est un terme qui a été choisi par les associations homophiles, justement, pour retirer ce caractère ou cet aspect seulement sexuel du terme homosexuel. L'idée, c'était de montrer que l'homosexualité, c'était pas seulement la sexualité, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'ils utilisaient ce terme d'homophile. Bon, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment dépassé, mais c'était quelque chose d'important. Et c'est un mouvement qui est apparu également en Espagne grâce au soutien du mouvement homophile Arcadie en France. Et c'était quelque chose de méconnu jusqu'à très très récemment. Et voilà, c'est grâce à ce mouvement français qu'en fait les homophiles d'Espagne ont pu se contacter, recevoir une revue de France, etc. etc. Et ça allait très loin en fait, hein, puisque ça allait jusqu'au ministère des Affaires étrangères de l'époque. Et puis pour éviter un incident diplomatique entre la France et l'Espagne, eh bien, ils ont été obligés d'arrêter ces relations entre la France et l'Espagne, entre les mouvements homophiles français et espagnols, pour éviter justement un incident diplomatique majeur. Bon, je vais peut-être un peu vite, si je résume trop, vous me le direz, de toute façon je pourrais développer chaque point bien sûr, mais en tout cas c'est quelque chose à avoir à l'esprit. Il n'y a pas que le mouvement LGBT des années 70, vous voyez, il y a d'autres choses avant et en plus d'autres types de mouvements. Alors bien sûr, ce type de mouvement ou association, c'était pas les manifestations, mais c'était une manière de se réunir, de trouver tout un tas de publications qui parlent de l'homosexualité, que ce soit de manière positive ou négative, alors plutôt négative à l'époque, mais en tout cas c'était une manière de se réunir, de se rencontrer autour de ce sujet pour pouvoir vivre de manière voilà, plus heureuse et pas isolée. Hein, donc c'est quelque chose qui apparaît entre 1970 et 1975 en Espagne, et à partir de 1975, l'influence des mouvements révolutionnaires, entre guillemets, hein, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, à cette période-là s'impose complètement en Espagne, et donc c'est vraiment des mouvements marxistes, avec une idéologie marxiste très très forte qui parle de libération et de révolution, et donc à bas le capitalisme, etc., etc. Voilà. Alors, tout ça, je vous situe un petit peu ces éléments pour que vous voyez un petit peu. Hein. Alors, il y a des choses que je n'ai pas dites avant ce point de la réparation, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. C'est que, bien évidemment, donc l'homosexualité était considérée comme une maladie, ça je vous l'ai dit. Il y avait donc, pour ces personnes arrêtées, il y avait des explorations physiques, en fait, hein, pour ces personnes, puisque la conception de la médecine de l'époque, c'était de dire il y a des signes physiques de l'homosexualité, et donc on doit les démontrer pour que le juge puisse décider de la dangerosité ou non de cette personne. Donc il y avait des explorations, hein, ça pouvait être des explorations de la forme de l'anus, de la forme, de la pilosité des personnes, et puis également ce qu'ils appelaient la psychomotricité féminoïde. Alors c'est des termes grandiloquents pour essayer de donner un aspect scientifique à tout ça, mais c'est simplement de dire, voilà, une personne masculine, enfin un homme, une personne née homme, mais qui, pardon,
mais qui finalement marche de manière efféminée. Donc voilà, on scientificisait un petit peu tout cela pour essayer d'aider le juge dans sa décision, voilà, pour voir si on pouvait déclarer ces personnes dangereuses ou pas. Voilà pour ces points. Je passe maintenant à la réparation, et ça c'est quelque chose d'important, puisque ça c'est quelque chose de très récent, depuis la loi de 2007 dont je vous ai parlé au tout début, la loi de mémoire historique. Cette question de la réparation, évidemment, elle peut vous sembler peut-être anachronique, puisque moi, en tant qu'historien, l'idée c'est de comprendre les phénomènes. Oui, il y a une question, c'est ça, pardon, excusez-moi, je ne voyais pas, pardon. Leur conclusion, c'était de dire qu'il y avait des signes extérieurs, des signes physiques, qui démontraient que ces personnes étaient inverties. Mais après, bien sûr, il y a aussi des cas où il n'y a pas de signes extérieurs, mais ils les déclarent quand même dangereuses parce qu'elles exercent la prostitution, etc. etc. Mais voilà, c'était la conception médicale de l'époque. C'était... voilà, ils pensaient qu'il y avait des signes extérieurs, mais ils se rendaient bien compte que parfois il n'y avait pas de signes extérieurs. Alors là, c'est rentré beaucoup dans le détail, je dois vous avouer que je ne sais pas. Certains se déclaraient non gays, simplement ils disaient voilà, je suis hétéro, mais j'exerce la prostitution, c'est pour gagner de l'argent, etc. Mais après, on le déclarait malgré tout dans un danger social. D'accord? Si je ne suis pas assez précis, vous me dites. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. C'est bien, vous avez rompu la glace, comme ça les autres vont se lancer. Alors, cette question de la réparation, ce que je disais, c'était qu'en fait, voilà, moi, mon travail d'historien, évidemment, c'est de comprendre, dans le contexte historique de l'époque, qu'est-ce qui se passait sous la dictature. Pas du tout d'apporter mon regard de 2024, de citoyen, sur ce qui se passait pendant cette période. Avec cette question de la réparation, bien évidemment, il y a un petit peu ce phénomène de l'anachronisme. Mais attention, je ne juge pas, évidemment, ces questions-là. Ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe grâce à la loi de 2007. Il y a une réparation, et évidemment, tout ça, c'est pour préparer l'avenir, pour montrer que l'Espagne a évolué, et c'est pour, évidemment... soutenir les victimes. D'accord? Donc il y a un petit peu ce décalage entre le travail de l'historien et puis après, évidemment, hein, la vie politique espagnole par rapport à ces questions. Mais c'est important de voir que depuis 2007, il y a eu évidemment une réparation symbolique, on va voir en quoi elle consiste, une réparation économique, hein, quelque chose d'important, et puis aussi différents monuments collaboratifs. Donc je vais vous montrer quelques exemples pour que vous ayez un petit peu quand même une idée de tout ça. Tout ça, alors, bon, ça c'est vrai que je l'ai laissé en espagnol. Tout ça c'est pour vous dire, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, un petit peu, la loi de 2005 sur le mariage gay, la loi de 2007 sur la mémoire historique, mais en tout cas c'est pour vous montrer qu'à partir de 2005, il y a tout un tas de reconnaissance des différents gouvernements régionaux, d'associations, etc., pour reconnaître les victimes LGBT sous la dictature. La première, c'est le Parlement catalan, hein, pour reconnaître justement les victimes, bon alors ils disent gays et transsexuels, hein, de la dictature, mais il y a aussi des plaques commémoratives qui sont apposées à une prison en particulier en Espagne, c'est une prison de Huelva, donc c'est en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, et c'est une plaque commémorative puisqu'il y avait 2 prisons sous la dictature qui condamnaient en fait, qui ne condamnaient que les homosexuels. Alors, la légende dit que dans l'une, c'était les actifs, dans l'autre, les passifs sexuels. J'ai pas trouvé de source qui le démontre. En tout cas, voilà, hein, c'est la légende, alors à voir. Hein. Il y a une personne d'Oxford qui fait sa thèse sur ce sujet-là. Alors évidemment, la difficulté, c'est que c'est aujourd'hui des prisons qui ont été détruites, donc il y a seulement une plaque à l'endroit où elles étaient, et c'est difficile d'avoir accès aux archives, puisqu'on ne sait pas où elles sont, voilà, c'est toujours difficile de savoir vers qui se tourner. Mais en tout cas, il y a des plaques commémoratives pour les personnes qui ont été condamnées dans ces prisons-là, et tout ça, c'est grâce à des associations d'ex-prisonniers sociaux, et c'est pour ça qu'on voit ces choses-là. Vous voyez, il y a aussi un premier hommage du gouvernement catalan, hein, aux réprimés sous la dictature, aux réprimés à cause de leur orientation sexuelle, et puis la fameuse loi de mémoire historique en 2007, hein, qui instaure une réparation symbolique, mais également économique pour les personnes LGBT. Hein. Donc 2007, vous voyez, on a des années-lumière de ce qui se passe en France, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, après, bien sûr, le contexte historique est différent. Mais... Alors, la réparation économique, vous le voyez, pour les personnes qui ont passé entre 1 et 6 mois en prison, elles ont eu une indemnisation de 4 000 €. Bon, je décris un petit peu, mais c'est pour vous situer. Les personnes qui ont passé entre 6 mois et 3 ans en prison, elles ont eu une indemnisation de 8 000 €. Et puis les personnes qui ont passé plus de 3 ans en prison ont obtenu une indemnisation de 12 000 €. Alors après, aujourd'hui, ce que disent les victimes, c'est qu'évidemment, vous, étudiants, ça vous paraît peut-être des sommes importantes.
Pour les personnes victimes, évidemment, hein, c'est très peu, et c'est surtout qu'après la condamnation judiciaire, il y avait également la condamnation sociale, puisque la difficulté de trouver un emploi quand on était en prison, etc. etc. Donc c'est la même chose aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça leur semble très peu, et bien souvent, c'est des personnes qui vivent toujours dans la précarité aujourd'hui. Donc voilà, en règle générale, donc là vous voyez les périodes de condamnation, hein, c'était toujours un laps de temps, c'était comme ça sous la dictature. En règle générale, c'était entre 3 mois et 1 an. Ça, c'était les condamnations vraiment principales, hein, entre 3 mois et 1 an. Après, voilà, depuis les années 2000, il y a également des monuments commémoratifs. Donc là, c'est au Pays Basque. Et c'est des monuments commémoratifs pour les personnes qui ont été poursuivies et réprimées par le régime franquiste en raison de leur orientation sexuelle. Et donc voilà, ces monuments servent pour se rappeler de cette période et évidemment pour construire l'avenir par rapport à ces questions. Hein. C'est pour ça qu'on dit toujours l'Espagne a des années-lumière de la France là-dessus. Mais voilà, toute cette construction, cette espèce de réparation du passé, c'est très très important aujourd'hui en Espagne. Et c'est vrai que voilà, on en parle beaucoup, mais en France, pas du tout. Alors, autre monument, alors je ne vais pas vous faire une liste, hein, je vous en ai mis quelques-uns pour que vous voyez un petit peu, mais il y a aussi ce monument, alors c'est un triangle rose à l'envers, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, alors le triangle rose, ça fait référence au triangle que les personnes homosexuelles et gitanes, si je ne me trompe pas, enfin on ne dirait plus gitanes, mais en tout cas en espagnol c'est comme ça, les personnes homosexuelles portaient pendant l'Holocauste, hein, dans les camps de concentration. Hein, donc évidemment, hein, vous connaissez l'étoile jaune, mais il y avait aussi d'autres symboles, dont ce triangle rose à l'envers. Et en fait, ce triangle rose à l'envers a été récupéré, hein, resignifié, si vous voulez, pour se souvenir de cette période, et puis pour voilà, se rappeler donc des personnes, alors là c'est en catalan, mais pour se rappeler des personnes lesbiennes... Qu'est-ce que je vois? En plus, j'ai du mal à lire de loin. Les personnes lesbiennes, transsexuelles qui ont souffert de la persécution et de la répression au cours de l'histoire. C'est un monument qui a été construit en 2011 à Barcelone. Donc, hein, je sais qu'en France, on va beaucoup à Barcelone. Donc, si vous allez à Barcelone, n'hésitez pas à aller à ce parc pour chercher ce monument. Mais il y a eu une polémique voilà, entre la droite et la gauche, hein, puisque c'est assez polarisé en Espagne là-dessus. Il y a eu une polémique pour savoir où le situer. Mais bon. Malgré tout, si vous me permettez cette parenthèse, la bataille culturelle, elle est gagnée contre la droite là-dessus, il faut bien dire les choses comme elles sont. La bataille culturelle, elle est gagnée, hein, puisque même aujourd'hui, la droite ne reviendrait pas sur le mariage gay, ne reviendrait pas sur ces questions-là, donc je crois que c'est quand même quelque chose à saluer. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je crois que ce serait difficile de ne pas l'être. Alors, vous le voyez là encore, bon là c'est une dernière plaque que je vous montre, là encore vous le voyez, triangle rose, en référence à cette période. Et là, c'est une plaque qui apparaît en 2 langues puisque c'est à Pamplune, donc Pamplune, la capitale de la Navarre. On parle le basque dans cette région. Et vous voyez, ça apparaît en espagnol et en basque. Et c'est justement en référence, en mémoire des personnes qui draguaient, hein, aux personnes homosexuelles, qui draguaient dans les toilettes de la gare des bus ou de cars de Pamplune. Donc voilà, ils ont voulu s'en rappeler comme ça, en disant à cet endroit-là, c'était un lieu de drague, et on doit voilà, faire mémoire de ce lieu, s'en rappeler. Et très récemment, j'y étais, et un de mes amis sur place m'a dit qu'il avait même eu les clés, et il m'a dit il faut qu'on fasse une interview filmée dans ce... Enfin, bon, alors c'est plus des toilettes aujourd'hui, mais en tout cas dans ce local où on peut faire un exercice de mémoire très très important. Donc voilà, hein, je ne traduis pas, mais ça fait référence évidemment aux personnes qui ont souffert de la répression sous la dictature franquiste et qui draguaient dans les toilettes de cette ancienne gare. Bon, vous le voyez quand même, hein, il y a une petite opposition en Espagne, hein, ça a été gribouillé, oui, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça reste quand même quelque chose de minoritaire, ce genre de choses. Et enfin, autre élément de réparation, c'est la resignification. Il n'y a pas que les plaques commémoratives pour se souvenir, mais il y a aussi la resignification des monuments. Et là, vous le voyez, c'est la prison, alors bon, c'est Modelo, hein, c'est la prison de Barcelone, qui est en plein centre de Barcelone, mais qui aujourd'hui, justement, n'est plus une prison. Et c'est une prison où il y avait ce qu'on appelait une galerie d'invertis. Alors, c'est le terme espagnol, galerie d'invertis, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une aile de la prison où toutes les personnes LGBT étaient condamnées. Pourquoi elles étaient dans cette aile ? Elles étaient condamnées puisque la conception de l'époque, c'était de dire c'est une maladie contagieuse, donc ils doivent être tous ensemble séparés du reste des autres prisonniers. Donc voilà, donc aujourd'hui, hein, vous le voyez, hein, c'est un monument énorme, hein, il y a tout un débat, est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on resignifie,
Est-ce qu'on met une plaque? Est-ce qu'on laisse tel quel? C'est tout un débat en Espagne. Là, je ne vous montre pas tous les monuments, je me suis centré sur les documents LGBT, mais il y a tout un débat là-dessus. Oui? Alors, voilà, je vais y venir après, puisque c'est vrai que je parle beaucoup de personnes LGBT au sens large, et je parle aussi beaucoup d'homosexuels, mais je ne parle pas des lesbiennes. Je vais y revenir, puisque c'est vrai que c'est une des lacunes de cette historiographie. Là, dans ces prisons-là, si vous voulez, en règle générale, les personnes qui étaient condamnées, c'était des personnes qui étaient nées hommes, mais qui pouvaient avoir un genre de femme, qui s'habillaient en femme, qui se déclaraient comme femmes. Enfin, ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, des personnes trans. Et donc, elles étaient aussi condamnées là. Mais il n'y avait pas de lesbiennes. Hein. Les lesbiennes, c'était dans les prisons de femmes, mais il y a eu très très peu de cas, hein. J'y reviendrai. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, donc voilà, hein, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a tout un débat très très important en Espagne sur ces monuments. Qu'est-ce qu'on fait? On les détruit, puisqu'il n'y a toujours pas de musée du franquisme, hein, 40 ans après ou 50 ans après la dictature. Pas de musée du franquisme. Alors moi, je bataille un petit peu, hein, puisque évidemment, avec d'autres collègues, on aimerait bien que ça avance, ces questions-là. Et puis, bien évidemment, un musée du franquisme avec une galerie d'invertis, ou en tout cas une galerie LGBT, hein, ça, ce serait très important. Et l'avantage, c'est qu'en Espagne, ils sont très, très ouverts sur ces sujets. Enfin, au contraire, ils me disent, mais bien sûr, hein. C'est pas... Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est pas les LGBT pour les LGBT. Non, en Espagne, c'est vraiment l'égalité pour tous. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, voilà cet exemple de la prison Modelo de Barcelone, hein, qui aujourd'hui est un centre mémoriel et culturel. Alors, je reviens un petit peu quand même au monde universitaire, puisque, bon, c'est vrai que souvent, les universitaires, enfin en droit moins quand même, on vit un petit peu dans une tour d'ivoire déconnectée. En droit aussi. Ah, en droit aussi, d'accord. Bon, bah, tu vois, ok. Voilà, on vit un petit peu dans une tour d'ivoire. Moi, c'est vrai que je concevais l'histoire, ou en tout cas ce travail sur la récupération de la mémoire LGBT un petit peu différemment. Et l'idée, c'était de faire sortir, de diffuser nos recherches au-delà du monde académique. Alors, c'est très bien que ce soit dans le monde académique, mais c'est aussi bien que ça aille au-delà, hein, pour faire connaître ces travaux. Et l'idée, voilà, hein, c'était, parce qu'il y a un intérêt donc, sur ces questions, l'idée c'était, pourquoi pas, de faire des rapports pour des institutions publiques, des ouvrages grand public, mais avec, évidemment, hein, une base documentaire solide, etc., mais en tout cas écrit pour le grand public, hein, pas écrit pour 3 universitaires. Donc ça, c'était très important. Et là, vous le voyez, donc, il se trouve que, je m'excuse, je me cite, j'ai été sollicité par 2 institutions espagnoles. Premièrement, la mairie de Barcelone, qui a voulu dénoncer le régime franquiste pour crime contre l'humanité. Donc ça a eu lieu il y a quelques années. Donc moi, j'étais en charge justement d'établir le rapport sur les personnes LGBT. Donc crime contre l'humanité, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez étudié, mais ça ne veut pas dire seulement évidemment les personnes assassinées, hein, c'est aussi les personnes condamnées pour leur orientation sexuelle ou de genre. Et donc l'idée, c'était de démontrer qu'effectivement, les lois franquistes condamnaient pour ce motif de l'orientation sexuelle ou l'orientation de genre. Et avec les avocats de la mairie, donc on a construit un rapport que j'ai transformé en livre ensuite. Mais finalement, voilà, hein, ça n'a pas abouti pour différents arguments juridiques. Alors les arguments juridiques qu'on nous a opposés, c'était principalement le délit de crime contre l'humanité en Espagne. Il apparaît seulement dans le code pénal de 2003. Pas avant, donc il ne pouvait pas y avoir d'effet rétroactif. Ça, c'était la réponse juridique principale. Hein. Il y en a eu d'autres, mais c'était surtout ça. Voilà, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de freins comme ça. Voilà, hein, c'est pas du tout, je ne critique pas du tout cet argument juridique, mais c'est pour vous dire que il y a des difficultés aujourd'hui, si vous voulez, pour faire avancer cela, et donc voilà, ce sera forcément une décision politique qui les fera avancer. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que juridiquement, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible à cause d'une loi d'amnistie de 1977. Alors, j'imagine que vous ne l'avez pas étudiée. C'est une loi très 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 connue en Espagne. Cette loi d'amnistie, en fait, c'était pour faire revenir les exilés politiques et c'était pour faire sortir les prisonniers politiques des prisons franquistes. Mais il se trouve que aussi dans ce texte de loi, cette loi d'amnistie, l'idée était d'amnistier les personnes qui avaient commis des crimes pendant la guerre civile et la dictature franquiste. Alors, voilà, vous pourriez vous dire, vous, aujourd'hui, bah, pourquoi ça n'a pas de sens, etc. Parce que c'est une loi qui est très critiquée aujourd'hui, mais dans le contexte de l'époque, ça s'explique parce que l'idée était de ne pas réactiver le conflit qui avait donné lieu à la guerre civile. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, toutes les institutions à la mort de Franco sont gouvernées par des franquistes. Voilà, les forces démocratiques, elles étaient bien faibles, et elles se sont dit, on est obligé de négocier si on veut arriver jusqu'à la démocratie. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, bah voilà, hein, amnistie également pour les personnes qui ont commis des crimes,
Et aujourd'hui, bien souvent, c'est cette loi d'amnistie, qui est une loi quand même préconstitutionnelle, il faut le dire, hein, c'est une loi préconstitutionnelle, la constitution espagnole qui est toujours active aujourd'hui, c'est celle de 78, mais on nous oppose toujours cette loi d'amnistie de 77. Alors après, voilà, il y a eu différents recours, il y a eu des tentatives pour voilà, essayer d'ouvrir un procès contre la dictature franquiste. Il se trouve que l'argument juridique avancé, c'était celui des crimes contre l'humanité parce que c'est un délit qui ne prescrit pas, alors qu'avec la loi d'amnistie, par définition, c'est un délit qui est prescrit. Donc voilà, vous voyez, c'est des débats comme ça, hein, qui sont encore aujourd'hui assez vivaces. Il y a un juge très très connu en Espagne qui a essayé donc de faire condamner la dictature, mais bon voilà, il a été inhabilité, il y a eu tout un... Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, c'est voilà, en 2008. Et aujourd'hui, en fait, c'est au nom de la justice universelle, c'est l'Argentine qui a ouvert voilà, une enquête contre la dictature franquiste. Alors les témoins espagnols vont en Argentine ou vont à l'ambassade d'Argentine en Espagne pour témoigner, mais ça piétine. Hein, c'est depuis 2010-2012, donc vous le voyez, hein, ça fait 12 ans. Il y a des freins politiques, ça c'est une évidence. Hein. Bien souvent, quand les témoins sont invités à l'ambassade d'Argentine, il y a des coups de téléphone, voilà, des membres des gouvernements espagnols successifs pour dire qu'il y a un risque d'incident diplomatique, donc pas de témoignage. Bon, voilà, vous le voyez, alors je dis ça peut-être très très vite, peut-être trop succinctement, peut-être de manière trop générale, vous me direz, mais en tout cas, voilà, hein, c'est aujourd'hui encore difficile de faire ça, mais malgré tout, certains chercheurs, etc., travaillent pour et avec les institutions pour essayer de faire avancer les choses. Donc ça, c'était pour la mairie de Barcelone. J'ai travaillé aussi également pour le gouvernement de la Navarre, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il y a eu le problème de l'accès aux archives, mais voilà. Et puis d'autres personnes, évidemment, hein, ont essayé de faire des choses. Je n'ai pas mis tous les rapports, mais simplement, je le précise pour que vous voyez que voilà, la recherche, c'est bien quand elle se diffuse au sein de la société. Alors pas que, bien sûr, hein, parce que ça dépend des disciplines, etc. Mais dans mon domaine, à mon sens, il faut vraiment qu'elle se diffuse si on veut avancer sur ces questions. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions de rapport. Maintenant, évidemment, hein, c'est un champ très développé, même s'il est assez récent, mais c'est un champ qui a aussi des lacunes. Alors, quelles sont ces lacunes? Bien sûr, le problème de l'accès aux archives, aux sources judiciaires, ça c'est un problème, même si de plus en plus, hein, moi, voilà, je n'ai pas fait toute l'Espagne, hein, je ne vais pas passer ma vie sur les archives. Maintenant, il y a toute une équipe qui travaille là-dessus, hein, je l'ai fait dans certains domaines, je ne vais pas le faire partout. Mais bien sûr, là, moi, je vous ai parlé des sources des tribunaux de vagabonds et délinquants et de dangerosité et réhabilitation sociale. C'est les plus importantes, mais ce n'est pas les seules sources judiciaires. Il y en a d'autres. Donc voilà, il faut que des collègues se motivent, ou parmi vous peut-être, des gens qui ont envie de se lancer dans, je ne sais pas, un master, une thèse, pensez-y. Vous allez révolutionner le champ de ces études en Espagne. En tout cas, c'est important. Il y a d'autres sources. Même chose, je vous ai dit, la dictature franquiste, c'est 39-75. Mais la loi de Vagabond qui inclut les homosexuels, c'est à partir de 54. Qu'est-ce qui se passe entre 39 et 54? C'est quand même 15 ans, c'est toute l'après-guerre. C'est toute l'après-guerre et on n'a pas de source pour documenter cette période. On en a très très peu. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. Hein. On a quelques dossiers, mais très très peu. On ne peut pas établir de synthèse. Donc, où est-ce que sont ces documents? Qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Voilà, c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Ensuite, je vous ai parlé de la réparation. La réparation, évidemment, hein, c'est la réparation par rapport à la période de la guerre civile et de la dictature. Mais malgré tout, attention, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Espagne n'était pas une exception au niveau international. C'était une exception, on va dire, dans le type de condamnation. Mais après, internationalement, que ce soit en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on condamnait les homosexuels. Jusqu'en 67 pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, mais si vous voulez, voilà, internationalement, au niveau international, on condamnait l'homosexualité. Simplement, on la condamnait pas tout à fait de la même manière. Hein, il y a une différence, voilà, de degré, si vous voulez. Donc attention à ça. Hein, c'est pas, voilà, l'Espagne n'est pas une exception. C'est une exception dans le régime, mais après, voilà, l'homosexualité était condamnée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui se passe? On parle de réparation entre 1939 et 1975, ou jusqu'à la Constitution en 78, et donc l'exclusion de l'homosexualité de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Elle était aussi condamnée avant 1939. Donc voilà pourquoi on ne parle pas de réparation à ce moment-là, pourquoi on ne parle pas de réparation après,
puisque je le dis, les homosexuels n'étaient pas condamnés après 78, mais ils pouvaient être arrêtés, il y avait toujours de la répression, etc., etc. Donc voilà, hein, on peut s'interroger en tout cas sur les dates qui ont été choisies concernant cette réparation. Après, je vous l'ai dit, je vous parle principalement des personnes LGBT, des classes populaires. C'est ces personnes qui apparaissent dans cette documentation. Qu'est-ce qui se passe si je me mets à parler espagnol, qu'est-ce qui se passe avec les invertis des classes supérieures, des classes aisées? Voilà, ça c'est aussi un travail à faire encore aujourd'hui. On a quelques éléments, mais on a très très peu. Alors bien souvent, on nous cite les sources littéraires, ça peut être un auteur qui fait référence à une arrestation, etc. Mais évidemment, on ne peut pas faire un travail de synthèse avec ça. C'est un exemple. Hein, donc qu'est-ce qui se passe avec ces sources-là? C'est certainement d'autres sources. Et puis, comme je le disais, je vous parle de répression judiciaire, mais il n'y a pas que la répression judiciaire. Hein, ça peut être, je ne sais pas moi, religieuse, sociale, etc. etc. Après, voilà, on ne peut pas travailler sur tout. Hein. Et enfin, autre point qu'avait soulevé votre camarade, qu'est-ce qui se passe avec les femmes lesbiennes? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout abordé, et c'est quelque chose de fondamental. Mais en fait, il se trouve que quand on consulte toute cette documentation et ces milliers d'archives, il y a très très peu de femmes. 2 à Barcelone, 4 aux îles Canaries, 4 à Madrid. Ça veut dire qu'en fait, les sources, elles sont différentes pour connaître la répression des femmes lesbiennes. Et donc, voilà, hein, ces lois condamnaient finalement très très peu les femmes lesbiennes, et ça veut dire que c'est un travail qui reste à faire. Et c'est un travail, à mon sens, très très important, qui doit être fait. Et là encore, hein, je vous invite à y réfléchir, hein, mais c'est quelque chose qui existe peu en Espagne, ou alors ce qui existe, ce sont vraiment voilà, des études assez sommaires, générales, et voilà, qui n'apportent pas forcément énormément. Hein. On manque de sources vraiment originales et solides sur ce sujet. Après, autre point, évidemment, aujourd'hui en 2024, hein, je crois qu'il faut enregistrer et filmer tous les témoignages des personnes encore vivantes hein, qui ont vécu cette période, parce que c'est un problème. Donc hein, voilà, on a tous fait des entretiens, hein, toute l'équipe qui travaille sur ces sujets-là, on a tous fait des entretiens avec des personnes réprimées ou des personnes qui ont vécu la dictature, mais aujourd'hui en 2024, c'est dur de rencontrer des personnes qui sont nées dans les années 30 et 40, évidemment, hein, leur âge, et puis aussi parce qu'il y a eu la pandémie de sida dans les années 80. Donc avec cette épidémie, beaucoup sont morts, donc ça a été difficile. Autre point, les personnes âgées aujourd'hui, les personnes âgées LGBT, parfois n'utilisent pas Internet, comme nos grands-pères, grand-mères, hein, j'ai envie de dire. Parfois, elles ne sont pas dans les associations, donc comment on fait pour les rencontrer? Donc c'est toute une difficulté, hein. Donc il faut rencontrer une personne, établir une relation de confiance avec cette personne, et puis ensuite, voilà, rencontrer ses peut-être amis, famille, etc., pour établir un catalogue d'entretien avec ces personnes-là. Le musée du franquisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça c'est une des lacunes importantes, il n'y a toujours pas de musée du franquisme en Espagne, donc c'est quelque chose qui manque. Et puis, peut-être un centre national d'archives LGBT, alors c'est une question qui se pose, en Espagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est très délocalisé, ou en tout cas décentralisé, et du coup, il y a des centres d'archives dans toutes les régions d'Espagne, LGBT, etc., il n'y a pas de centre d'archives au niveau national. La question, c'est de se dire, est-ce qu'on doit en créer un? Alors, c'est une question qui peut vous paraître comme ça un petit peu basique, mais en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que moi, les archives que j'ai consultées avec ces personnes LGBT condamnées, est-ce qu'on doit extraire ces dossiers et les mettre dans un centre d'archives national? Alors, la question, pour certains, oui, pour d'autres, non. Moi, j'aurais tendance à penser que peut-être non. Pourquoi? Parce que quand on extrait ces documents de leur source originale, on ne comprend pas les mécanismes de la répression, on ne comprend pas comment ça fonctionne, et donc je crois que ce serait une erreur, mais en tout cas, c'est vrai que ça nous oblige du coup à aller consulter dans tout un tas d'endroits d'Espagne, mais voilà, c'est une question qui se pose. C'est une question donc qui se pose. Et enfin, vous allez me permettre de terminer avec un petit peu de pub, je suis désolé, c'est pas pour que vous achetiez mes livres, mais c'est parce que quand même, je trouve les couvertures sont très belles et je vais vous expliquer à quoi elles correspondent, parce que je crois que c'est très très important. Vous voyez, en plus c'est des belles couleurs, je trouve vraiment les éditeurs ont fait un travail quand même assez intéressant. Alors, très vite, hein, vous inquiétez pas, je vais passer 10 ans sur chaque livre. Hein. Vous le voyez, le premier livre à gauche, bon, ça veut dire les antisociaux, hein, donc c'est ma thèse qui a été publiée en 2014. Et la photo que vous voyez, c'est la photo en fait d'un photographe en catalan très très connu en Espagne, et c'est des photos des années 50-60, justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Raval, je ne sais pas, hein, pour ceux qui connaissent Barcelone, c'est en fait l'ancien quartier populaire
de Barcelone. Aujourd'hui, évidemment, il n'est plus très populaire. c'est plutôt hôtel et compagnie. Mais du coup, voilà, même, vous voyez, pendant la dictature, il y avait des photographes qui faisaient des photos des personnes inverties. On le voit avec la pose, etc. Et du coup, voilà, l'éditeur a souhaité mettre cette photo. Donc, moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça assez original. Le deuxième, les gays sous le franquisme, pardon, décidément. Bon, c'est une photo de ma part, en fait, d'une rue qui s'appelle Escudellers à Barcelone. C'est une des rues où il y avait, en fait, beaucoup de bars, lieux de prostitution, ce qu'on appellerait aujourd'hui des clubs, etc. Et donc, c'était vraiment une rue du commerce LGBT très, très important, ou de réunion de personnes LGBT sous la dictature très important. Donc, voilà, l'éditeur m'avait dit que c'était bien. Bon, je ne vais pas toutes les faire, mais vous le voyez aussi, 40 ans après, avec les petits os roses. Ça, en plus, vous voyez, il y a un prologue, alors ça ne vous parle peut-être pas, Manuela Carmena, c'est l'ancienne maire de Madrid, qui avait accepté de nous faire un prologue. Voilà, c'était au moment du renouveau démocratique en 2015. Voilà, l'ouvrage a été publié en 2019. Donc c'est un portrait de Franco à l'envers, donc du dictateur. Alors, j'ai pas eu l'explication de la personne qui s'est occupée de tout ça, mais c'est mon interprétation à moi, vous allez me dire si je me trompe. Les os, c'est en fait pour faire référence à l'exhumation des fosses communes, qui est vraiment le thème le plus médiatique de cette mémoire historique, les victimes de la guerre civile et de la dictature qui sont encore dans des fosses communes. Et puis rose, j'imagine le cliché par rapport aux personnes LGBT. Voilà, ça c'est mon interprétation. Et puis enfin, oui, alors deux dernières. Tu me dis si c'est un peu long. Et ensuite, donc vous voyez les invertis, donc ça c'est le rapport que j'avais fait pour la mairie de Barcelone et que j'ai retravaillé. Bon, j'avais demandé à des amis, voilà, s'ils avaient des photos de l'époque. J'avais trouvé cette photo assez intéressante. Après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment des personnes inverties ou est-ce que c'est des personnes qui se sont habillées comme ça pour le carnaval? Parce que le phénomène du carnaval est très important en Espagne. Voilà, j'ai pas l'information, mais en tout cas, les éditrices étaient très très contentes, donc voilà. Il faut que ça se vende, les éditeurs ils pensent en termes de commercialisation. Et dernière, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien, donc est-ce que vous voyez ma souris? Oui, vous la voyez. Donc vous voyez, c'est les folles aux archives, littéralement. C'est un portrait de Franco au sol avec une personne donc, qui marche dessus avec son talon aiguille. Bon là, vous ne voyez pas très bien le détail, mais en fait, il se trouve que cette personne a des poils sur ses jambes. Alors on ne sait pas si c'est une personne trans ou non-binaire, etc., etc. Mais j'ai trouvé la photo très intéressante, puisqu'en fait, c'est quand on a organisé avec le ministère de l'Égalité, il y a 2 ans, aux Canaries, un colloque. Il y avait une exposition avec toutes ces photos, et c'était une exposition devant ce qu'on appelait une colonie agricole, donc une sorte de camp où on emprisonnait certaines personnes condamnées sous la dictature, et c'était une colonie aux îles Canaries, perdue en plein désert, où il y avait des personnes LGBT condamnées. Et donc, ils sont allés faire une exposition là-bas, et voilà, donc ils ont fait ces photos. Et quand j'ai vu la photo, je me dis, mais pour le livre, c'est parfait. L'éditeur ne savait pas quoi mettre, donc je me suis dit, voilà, on va mettre cette photo. Voilà. Donc, je termine avec ça. Alors, j'ai peut-être été très vite sur certains points, j'ai peut-être pas développé certains autres, j'ai peut-être pas été assez précis, mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, merci bien. Merci Geoffroy, c'était pour cette présentation vraiment passionnante, édifiante. Peut-être la parole à la salle, les questions, oui. Non, l'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait, pendant le carnaval, voilà, les codes sont un petit peu subvertis. Ça, c'est autorisé. Enfin, voilà, c'était un moment où tout était autorisé sous la dictature. C'était pendant le carnaval, et donc, voilà, le cliché, certains hommes s'habillent en femmes. Mais ça, c'était seulement pendant le carnaval, comme quelque chose de comique, drôle. Voilà, pas comme une norme possible pour un homme qui souhaitait s'habiller en femme toute la journée. Oui. Alors, c'est une question difficile. Après, je ne veux pas faire une hiérarchie, évidemment, de l'horreur, mais bien sûr, c'est vrai que le cas connu d'assassinat d'une personne LGBT, c'est Federico García Lorca, le poète, mais c'était pour des motifs politiques. Alors, en général, on nous dit toujours, oui, mais c'était aussi pour son orientation sexuelle. Quand on regarde les sources,
on a peu d'informations là-dessus. Donc c'est plutôt pour son orientation idéologique. Plus, moins, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est sûr, elle était différente. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, les homosexuels ou les gays qui étaient proches du régime ont pu travailler sans aucune difficulté dans le milieu de l'art. Il y a des cinéastes très très connus en Espagne dans les années 40 et 50 qui ont eu un succès énorme. Tout le monde savait que c'était des personnes LGBT, mais qui n'ont pas du tout été inquiétées en fait. Donc, je crois que l'axe, voilà, c'est vraiment un axe plutôt idéologique. C'est plutôt comme ça que je vous répondrai. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai décalage, en tout cas, sur le type de condamnation, ça c'est sûr, et puis aussi sur la classe sociale des personnes. Là, je vous parle d'un réalisateur, mais il y en a plein. Hein. Dans le monde du cinéma, dans le monde du spectacle, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, et c'était vraiment quelque chose de très connu. Et malgré tout, mais aussi parce que c'était des gens proches du régime. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Hein. C'est pas parce qu'on est gay qu'on est contre le régime. Non, c'est que, voilà, idéologiquement, c'était une chose et l'orientation sexuelle, c'était autre chose. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pourrais vous dire. D'autres questions? Moi, alors, vous avez d'autres questions? Parce que moi, j'ai envie de poser une question. Tu as évoqué en fait à plusieurs reprises finalement la situation française qui effectivement paraît en retrait quoi, par rapport à la situation en Espagne. Où il n'y a finalement pas beaucoup de travail, enfin, voire même aucun travail de mémoire sur ces questions. Et moi, j'ai été frappée justement de voir que la loi sur le mariage pour tous, en France, elle a été adoptée en 2013 et en Espagne en 2005. Alors que, bon, dans la vision qu'on en a, enfin moi que j'en avais, l'Espagne c'était plutôt un pays catholique, empreint de religiosité, et que finalement la France on avait fait tout un travail, enfin bon voilà. Et donc moi j'ai été frappée de ce décalage de 8 ans déjà. Et je me demandais aussi si en Espagne, au moment de l'adoption de la loi, il y avait eu des mouvements, on va dire, aussi virulents des mouvements d'opposition en fait à cette loi sur le mariage de personnes, comme on dit, du même sexe, comparables à ce qu'on a vu avec la manif pour tous. Voilà. Mais tu fais très bien de souligner ce point, parce que c'est vrai qu'il y a un décalage énorme, et c'est vrai qu'en France, on pense souvent, voilà, Espagne, pays plutôt traditionnel, religiosité, etc. Or, il se trouve que c'est vrai que la gauche, je crois, a voulu vraiment rompre avec ce passé et montrer une avancée très très importante, et c'est surtout une gauche qui est très connectée aux mouvements sociaux, et c'est grâce à ça, je crois, que cette loi a pu être proposée donc en 2005. Alors, il y a eu des mouvements d'opposition, c'est vrai. Il y a eu des mouvements d'opposition très très importants, donc de l'Église catholique, des mouvements ultra-conservateurs, etc. Mais quand même des mouvements moins importants qu'en France. Hein. Même en 2005, c'était des mouvements moins importants qu'en France. Pourquoi? Pour une raison. Je crois que la différence par rapport à la France, c'est la réponse du gouvernement. Tout de suite, le gouvernement a dit, si on s'oppose à l'égalité du mariage pour tous, ou le mariage des personnes de même sexe, comme on dit en Espagne, c'est qu'on s'oppose à l'égalité. Et avec cet argument, évidemment, c'est que c'est difficile de s'opposer à l'égalité. Et donc, du coup, voilà, ça calmait un petit peu les ardeurs. Et bien souvent, ce qu'on entendait, le président de l'époque, enfin le Premier ministre de l'époque, les différents ministres disaient, parce que c'était le même discours qu'ici, c'était un papa, une maman, etc. Ce qu'ils disaient, c'était non, un enfant a besoin d'amour, que ce soit un père, deux pères, etc. Ce dont il a besoin, c'est de l'amour. Et donc voilà, ils ont réussi, si vous voulez, à contrer un peu ce discours-là. Et c'est aussi pour ça que ça a été, je crois, moins important. En France, je pense qu'Hollande a été peut-être un peu trop en retrait et ça a donné de la force au mouvement. Ça, c'est peut-être mon interprétation. Mais c'est vrai que ça a été vraiment curieux, puisque moi, en fait, j'ai grandi depuis l'adolescence en Espagne jusqu'à très longtemps. Et je me suis marié en 2007, donc 2 ans après la loi. Et je suis arrivé en France en 2004. 2013, je voyais un petit peu ce qui se passait, mais je suis arrivé, je crois, en 2014. Je suis revenu en France en 2014. Il se trouve que j'habitais dans le 15e, qui est plutôt un arrondissement assez conservateur. Et en face de ma fenêtre, j'avais les drapeaux de la Manif pour tous face à moi. Je me disais, ça
Ça fait je ne sais combien d'années que je suis marié, ça fait je ne sais combien d'années que la loi passe en France et on entend exactement les mêmes arguments. Bon, c'était assez violent, mais en même temps, je voyais ça avec la distance. Je me disais, mais enfin, c'est ridicule. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a un vrai décalage. Bon, là, je crois que votre génération, tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros décalage et finalement, c'est la France qui a beaucoup de retard, comme sur d'autres sujets. Enfin, retard par rapport, en tout cas, à l'Espagne. Hein. Ça, c'est vrai qu'il y a un gros décalage. Mais voilà, le drapeau de la Manif pour tous, c'est vrai que ça a été choquant de voir ça face à ces fenêtres. Quoi. Oui. Et d'ailleurs, on parlait de Stonewall tout à l'heure, et dans le Marais, il y a une place qui a été inaugurée par Anne Hidalgo, je crois. Voilà, une place Stonewall. Est-ce que vous avez d'autres questions voilà, sur... Et je rebondis sur ce que tu disais, parce que c'est vrai, excuse-moi, j'y pense maintenant, tu me parlais justement de la réparation en France qui n'intervient pas vraiment, c'est vrai qu'il y a un décalage. En fait, très récemment, il y a eu un débat, je crois, au Sénat, justement pour la réparation des personnes condamnées en France jusqu'en 82, mais je crois que ça n'a pas abouti en fait. Mais certains historiens ont travaillé à cette question et de se dire, bah voilà, même chose, pourquoi jusqu'en 82 et pas après? Quel type de réparation économique? Bon, voilà, c'est des débats qui se sont posés, mais pendant une période très très courte. Oui, parce que d'ailleurs l'homosexualité est restée un délit pénal jusqu'à... 81 ou 82, je crois, en France. Ouais. C'est quand même l'arrivée, encore 82. Une fois, de la gauche au pouvoir, qui quand même amène quand même un progrès, il faut le dire, sur les questions, sur toutes les questions, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Sociales. Oui, en fait, il y avait un décalage, alors là, j'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, c'était que par rapport... à l'hétérosexualité, en fait, un hétérosexuel pouvait avoir une relation avec un mineur de 15 ans, je crois, alors que c'était 18 ans ou 21 ans pour les personnes homosexuelles. Donc c'était ça ce décalage, et du coup, en 82, ça a été... on a fait la même limite d'âge, que ce soit pour les personnes homosexuelles que pour les personnes hétérosexuelles. Voilà, c'était ça. N'hésitez pas. Oui. Alors, est-ce qu'il y a, oui, par exemple, des personnes de couleur, etc. Alors, ça apparaît dans les archives. Par exemple, donc, les Espagnols devaient être condamnés. Donc, voilà, je l'ai dit très très brièvement. C'était des peines de prison entre, on va dire, 1 mois jusqu'à 3 ans maximum. Pour les personnes étrangères, c'était l'expulsion du territoire. Voilà, ça c'était une des différences. Donc les personnes étrangères qu'on voit principalement, c'est des personnes d'Amérique latine, puisqu'on parle la même langue. Donc, du coup, c'est plus facile, donc beaucoup de Cubains, Chiliens, etc. Ça, c'était une des différences importantes par rapport aux Espagnols. Après, attention, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'évidemment, il y a eu une répression très très importante sous la dictature, mais il y a eu aussi des enclaves où on pouvait avoir une vie un petit peu plus libre. Donc, je vous ai parlé de Barcelone, mais il y avait aussi Torremolinos, c'est sur la côte de Malaga, qui a été une sorte de Stonewall espagnol, c'est-à-dire un lieu où il y avait des réunions, des fêtes, des clubs, etc., où des personnes LGBT au niveau international ont pu se réunir pendant des années et disaient « on préfère aller à Torremolinos parce qu'on vit plus librement que dans notre pays d'origine ». Donc attention, je ne suis pas en train de dire c'était merveilleux, simplement pour vous dire qu'il y a des enclaves où manifestement certaines personnes ont pu vivre de manière tout à fait libre. Donc voilà, c'est à nuancer. Mais en tout cas, pour les personnes gitanes, enfin bon, je dis gitanes, c'est vrai qu'en français on ne va pas le dire comme ça, mais en tout cas c'est comme ça dans les archives espagnoles. Là, vraiment, j'ai pas trouvé dans les archives de cas comme ça. Et personnes de couleur, oui, ce serait vraiment que les personnes d'Amérique latine. J'ai pas trouvé peut-être une personne ou deux du Maghreb, mais très très peu. Je veux dire, c'était pas quelque chose de systématique. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Je les ai achevés. D'autres questions? Une dernière question? Non? Bon, il nous reste à te remercier. Merci à vous, merci à vous.